Nous allons lancer le deuxième thème. Donc ce deuxième thème, c'est innover pour maintenir, développer, adapter les compétences aux nouveaux besoins des branches. La sous-question, c'est comment répondre aux nouveaux besoins identifiés par les branches professionnelles et les entreprises tout en sécurisant les parcours professionnels de formation. Formation, je le rajoute, mais on est bien là-dedans. Alors, par rapport à ça, moi, ce que je vous propose, là, on va avoir un temps qui est vraiment centré sur le processus de formation à proprement parler, qui est une question récurrente, avec ou sans Covid, mais maintenant, c'est vrai que la crise sanitaire peut aussi rééclairer d'une manière particulière cette problématique-là. Essentiellement, on est sur une question qui touche à notre capacité collective pour adapter notre réponse aux besoins des entreprises, de conforter une certaine forme d'agilité des contenus de formation, une agilité aussi probablement des ingénieries et des séquences de formation, tout ça dans un souci, je l'indiquais, de réponse aux besoins des entreprises, mais aussi de sécurisation des parcours, pour le dire vite, en quelques phrases un peu à la SERP. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de piste d'un certain nombre de retours d'expérience tels qu'on a pu le faire sur la thématique précédente, avec quelques interlocuteurs qui sont en mesure d'ouvrir un peu le feu. Par rapport à ça, on va aborder un tour assez large, évidemment qui est complètement ouvert. N'oubliez pas votre petite main pour la lever en cas de souhait d'intervention, de réflexion, de questions supplémentaires. Je propose qu'on attaque tout de suite sur la partie un peu compétences et compétences transversales. Je proposerais bien à l'UIMM avec Anne-Sophie Clavry, je pense, qui doit être présente, il m'a semblé la voir, voilà, de bien vouloir nous faire un petit retour d'expérience sur l'expérience UIMM à proprement parler, et sur ce qui a été travaillé en termes de compétences transversales notamment. Anne-Sophie ? Oui. Oui, bonjour à tous. Anne-Sophie Clavry de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Hauts-de-France. Alors j'espère que vous m'entendez bien malgré mon masque. Parfaitement. Bon, très bien. Oui, alors ce que je peux apporter comme expérience, nous avons engagé fin 2018 une action en partant du constat qu'effectivement les difficultés que rencontraient nos entreprises à recruter un certain nombre de compétences, notamment sur les métiers de la maintenance et de la conduite de machines, étaient tout à fait partagées avec d'autres entreprises de divers secteurs industriels. Et donc, sur la base d'un EDEC qui a été signé avec l'OPCO2I et l'OCAPIAT, nous avons engagé 2 actions expérimentales sur la Picardie. L'idée, c'est vraiment de se dire, sur un bassin d'emploi bien déterminé, on va rassembler des entreprises de différents secteurs d'activité. En l'occurrence, là, il s'agissait bien de la métallurgie et de l'agroalimentaire, des industries de l'agroalimentaire, pour réfléchir à la façon dont on pourrait répondre à leurs besoins récurrents, constants, de compétences sur ces 2 familles de métiers que sont la maintenance et la conduite de machines. L'idée, ça a été de constituer des groupes d'entreprises pour les faire s'exprimer tout d'abord sur finalement quel serait le candidat idéal, quelles sont les compétences absolument nécessaires pour un candidat à l'emploi pour pouvoir intégrer les entreprises, puis continuer à être formé au sein de ces entreprises afin de pouvoir tenir ces emplois sur la maintenance industrielle ou la conduite de ligne. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, quelle que soit la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité,
toutes se mettent d'accord sur ces compétences absolument nécessaires pour pouvoir les intégrer. C'est-à-dire qu'on établit bien le portrait robot, si on peut s'exprimer ainsi, d'un candidat qui finalement peut intégrer une entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Alors ça veut dire qu'on participe ça là à l'employabilité du candidat, mais surtout à construire une mobilité intersectorielle, parce qu'à partir du moment où on bénéficie des compétences, eh bien on peut intégrer l'entreprise, quel que soit son secteur. Une fois le portrait robot du candidat eh bien dressé par ces entreprises-là, l'objectif c'est bien de trouver des bonnes compétences, mais les plans d'action pour réaliser cet objectif a bien été déterminé par les entreprises elles-mêmes qui ont travaillé sur des solutions concernant eh bien le recrutement, la formation préalable à l'embauche, l'insertion dans l'entreprise et la fidélisation. Et selon finalement les groupes et selon les secteurs géographiques qui avaient leurs particularités propres, eh bien ces entreprises ont travaillé sur différents thèmes. Certaines ont travaillé sur l'image employeur collectif d'un territoire. Nous, sur notre bassin d'emploi, qu'est-ce qui fait notre identité et pourquoi vous viendrez travailler avec nous et quelles sont finalement les opportunités d'emploi que l'on vous offre. Ils ont travaillé, bien entendu, sur la formation parce qu'effectivement, à partir du moment où ils avaient déterminé un certain nombre de compétences minimales pour pouvoir intégrer les entreprises, eh bien là, elles ont construit un parcours de formation permettant aux candidats de valider ces compétences. Et non. et effectivement, ces compétences devaient être validées dans le cadre d'un parcours de formation porté par une préparation opérationnelle à l'emploi collectif, c'est-à-dire dans le cadre de 400 heures de formation. Et donc, à partir de là, évidemment, elles ont pu déterminer les prérequis que devaient présenter les candidats pour intégrer la formation. Alors voilà, hein, c'est vraiment des solutions qui ont été imaginées par les entreprises elles-mêmes, et encore une fois, selon leur spécificité territoriale. Elles ont également travaillé sur l'insertion, l'accueil de ce public un peu particulier que sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas à la base de compétences ou de qualifications industrielles et qui souvent sont attendus dans les entreprises comme une aide, alors que ce sont eux qu'il faut aider justement à acquérir les compétences et à s'intégrer. Et ensuite, elles ont travaillé sur l'insertion au terme de la formation, de la PE, comment fidéliser ces candidats et comment continuer la formation, soit dans le cadre de l'alternance, soit dans le cadre de la formation continue, en utilisant par exemple la FEST comme moyen pédagogique. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ce sont des actions qui ont été un petit peu bousculées par le Covid, mais au bout du bout, on n'a pas perdu tellement de candidats et ça s'est soldé à la fois par des embauches directes au terme des PE et à la fois par la signature de contrats en alternance avec un certain nombre d'entreprises. J'ai oublié quelque chose? Non? Merci beaucoup Anne-Sophie. Nathalie Flamand, je prends le relais pendant que Laurent règle les bruits de personnes. Voilà, je t'en donne la main Laurent. Non, je t'en prie, j'ai pas entendu ce qui vient de se dire. Je remercie Anne-Sophie de son intervention. Moi, j'avais juste une question pour Anne-Sophie, Aïcha. Les entreprises ont été accompagnées justement pour élaborer leur portrait robot du candidat idéal. Comment elles ont été accompagnées? Oui, effectivement. Elles ont été accompagnées à la fois par les services de l'OPCO2I, enfin les conseillers de l'OPCO2I et de Capiat, par Pôle emploi également et par un cabinet conseil qui avait été désigné par les OPCO. Ok, merci. En fait, Pôle emploi a élaboré un jeu de cartes avec un certain nombre de compétences
compétences métiers transverses, et en fait s'engage une discussion avec les entreprises sur les compétences qu'elles souhaitent mettre en avant. Et donc, parmi toutes ces compétences, elles ont un nombre bien défini de compétences à choisir. Et c'est vraiment des entreprises, par leur discussion et leur benchmark, que s'établit le portrait robot du candidat grâce à ce jeu de cartes. Sur les compétences. Très bien. Alors c'est effectivement une approche qui est tout à fait intéressante et par ailleurs qui mérite, je pense, d'être aussi partagée par d'autres branches, hein, parce qu'on est vraiment sur une approche intersectorielle comme ça a été indiqué et qui est tout à fait intéressante à un moment où la question des mobilités professionnelles est effectivement revenu largement sur le devant de la scène aujourd'hui. Je propose qu'on revienne après sur ces questions-là. On va continuer le tour de table en vous priant de m'excuser. Et normalement, étant donné ce que je viens de faire, on ne devrait plus être embêté par mon voisin pendant quelques minutes. Enfin, rien de grave, hein, ni de répréhensible du point de vue de la loi, je vous rassure quand même. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre ce tour d'organisation de la réponse formation au travers d'un autre cas concret, un cas que pourrait nous expliciter Cécile Watteau au titre de Vitamine T, où là on est plutôt sur la construction de parcours et une certaine forme enfin les conditions d'une sécurisation de la montée en qualification des publics. J'ai vu. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Donc oui, Cécile Watteau, je suis directrice du campus Vitamine T. C'est l'organisme de formation du groupe Vitamine T. Donc le groupe Vitamine T, c'est un ensemblier d'entreprises d'insertion réparties sur 3 grands territoires, les Hauts-de-France. Nous sommes nordistes à la base, l'Île-de-France dorénavant et la Champagne-Ardenne. Ma mission est double au niveau du campus Vitamine T, au même titre qu'une entreprise d'insertion marche sur 2 jambes qui sont d'une part l'économique et l'autre le social. Moi, le campus fonctionne sur 2 jambes aussi, la formation d'une part et l'accompagnement des publics les plus précaires, qu'ils soient soit déjà salariés chez nous, soit pour des différents programmes d'accompagnement, que ce soit des IEJ ou le dernier en date qui est la réponse que nous avons faite au 100% inclusion avec nos camarades de la sauvegarde du Nord. C'est assez étonnant, mais nos entreprises d'insertion peinent, même en cette période de crise, à recruter. Et cependant, on peut à peu près dénombrer entre 48 et 50 métiers dans nos différentes entreprises, et des métiers qui vont être soit des métiers de premier niveau de qualification jusqu'à des métiers avec une valeur ajoutée, sans être péjorative dans ma bouche, j'ai entendu une certaine valeur ajoutée, comme des métiers du numérique avec des gens qui vont faire du helpdesk dans des grandes entreprises. L'idée du campus, c'est certainement pas d'aller faire ce que font très bien les majeurs de la formation et donc le droit commun, mais l'idée du campus, c'est déjà de déclencher une démarche d'apprentissage auprès de nos salariés en insertion qui sont peu ou prou toujours intéressés pour aller en formation et répondre à des offres d'emploi dans des métiers en tension, mais qui malheureusement n'ont pas forcément tous les outils pour rester de manière durable dans les formations. Et mon inquiétude n'est pas qu'ils rentrent en formation, mais bien qu'ils y restent. Et qu'ils restent ensuite dans les entreprises qui seront susceptibles de les accueillir. Donc mon métier et le métier de mes équipes, c'est de créer des petites marches formatives, des toutes petites marches formatives, parce que chaque petite marche grimpée est une victoire pour certaines personnes. Alors soit des marches formatives sur de la remise à niveau. Et l'idée, je vous disais, était de
de réenclencher cette envie d'apprendre et de donner les outils pour être capable d'apprendre, afin de pouvoir intégrer ensuite des dispositifs de droit commun comme le SIEG par exemple, ou après des SAS préparatoires au métier pour pouvoir permettre à nos salariés ensuite de suivre de manière plus efficiente des POE, par exemple, qui vont être proposés par des entreprises ou intégrer soit le programme régional, soit sur tout autre dispositif de financement, en tout cas une formation qualifiante. La première difficulté quand on accompagne nos salariés, c'est pas de valoriser leurs compétences, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont des compétences et des capacités cognitives qui va leur permettre de progresser. Donc voilà, toute la démarche faite par le groupe Vitamine T est d'être en amont de tous ces dispositifs dont on a parlé, d'être en amont de toutes ces super actions qui sont menées par les branches professionnelles. C'est un public qui est attiré forcément par les métiers qui recrutent, et parce que voilà, la précarité, ils en ont soupé, si je peux me permettre l'expression, ils la vivent au quotidien. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte avec mes équipes qu'ils puissent tenir dans les différents dispositifs et comprendre ce que vont être les attentes des entreprises et des centres de formation qui vont les accueillir. Voilà, pour être le plus succincte possible, en espérant avoir été le plus clair possible. Merci beaucoup. Et dans la période actuelle, les opérations que vous menez, elles ont été perturbées d'une certaine manière, ou vous avez adapté des processus? Alors, on a évidemment adapté beaucoup de processus parce que donc moi, ça fait 2 ans que je suis au sein du groupe Vitamine T. Et dès le départ, mes collègues de toutes les entreprises m'avaient dit mais le distanciel, c'est impossible puisque nos salariés sont électroniques. Il s'avère qu'ils ne le sont pas autant qu'on pourrait le penser. Ils ont des outils, ils ont des connexions, seulement ils ne les utilisent pas dans l'objectif de l'apprentissage d'un nouveau métier ou de la recherche d'emploi. Donc c'est vrai qu'on a mis en place énormément de choses depuis le mois de mars dernier, déjà pour sortir d'un certain isolement nos salariés en insertion qui sur certains métiers ne travaillaient plus évidemment, ce qui ne va pas être le cas sur cette deuxième période de confinement. On a adapté les formations avec du distanciel, mais on n'adapte pas, on n'administre pas une formation distancielle à des étudiants de la même manière qu'on va l'administrer à nos salariés en insertion. Il faut le temps d'apprentissage est un petit peu plus long parce qu'il faut déjà d'une part lever les inquiétudes quant à l'utilisation du numérique. Et si j'osais, je dirais que c'est pas tant nos salariés, donc les stagiaires du campus qui ont des craintes avec le numérique, mais plutôt tout le corpus d'accompagnateurs et d'accompagnants dans les entreprises d'insertion, qui sont les conseillers, les encadrants, qui sont moins rompus à ce type de formation et à ce type de pédagogie, et qui donc ont un peu plus peur. Voilà, mais nos salariés, une fois qu'on leur a donné les outils, qu'on leur a expliqué et qu'ils ont vu qu'un ordinateur ou un téléphone, ça mordait pas, normalement, ça se passe plutôt très très bien et ils ont plutôt envie. Mais on va continuer à adapter tous les jours. Là, ça va être, on continue et on continue au maximum, en tout cas. Et sur ce recours au distanciel, alors qui est variable selon les publics, si on a bien compris, il y a eu un travail qui a été fait sur la production de support, où c'était des choses qui étaient déjà sous la main. Non, il y avait quasiment rien sous la main, et le premier confinement nous aura fait gagner à l'équipe du campus, à notre ingénieur pédago, à moi-même, au DRH du groupe, je pense à peu près 4 à 5 ans. De discussions et de palabres pour savoir si on peut envisager de faire une expérience, parce que là il y avait personne qui nous a demandé si on pouvait envisager, c'est nous qui avons envisagé tout seul, et donc on a avancé. Donc oui, enfin vous savez tous comme moi qu'on ne transforme pas une formation présentielle en distanciel en claquant des doigts, loin de là, c'est
Ça, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non? C'est un métier, de transformer du présentiel en distanciel. Donc là, on y va pas à pas. Oui, pas à pas. Alors, avec une chance quand même inouïe, hein, c'est que moi, par exemple, quand je donne des cours, nous avons un centre, dans le centre de formation, nous avons des cours de remise à niveau, du FLE, de formation illettrisme ou alphabétisation. Le maximum de stagiaires que je vais avoir dans une salle, c'est 6. C'est le grand max. Donc alors évidemment, c'est pas du tout la même manière de fonctionner que si on met 12 personnes dans une salle. Et donc là aussi, en distanciel, quand vous accompagnez 4 ou 5 personnes à distance, vous avez quand même une proximité, ce qui est un peu bizarre pour le distanciel, mais une proximité intellectuelle en tout cas qui est bien plus importante que si vous vous retrouvez qu'un très gros groupe en face de vous. Donc nous avançons tous les jours pas à pas. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie, Monsieur Bulto. On vous entend plus. Oh, pardon, c'est vrai, voilà. Non, je disais, on a aussi une expérience qui est un peu voisine, même si elle est d'un ordre un peu différent avec Agrosphère. S'ils souhaitent s'exprimer, ils peuvent s'y préparer avec une opération recrutée autrement. Pour l'heure, je vous propose de continuer avec. On a Dominique Dilly qui est en ligne, je pense, et en visu. Pour l'ANACT et le Lab Innovation en Formation, qui se propose aussi de témoigner sur une opération qui a été menée sur les métiers des transports, je pense. Il faudrait rebrancher le micro, Dominique. Ouais. Voilà, très bien, merci. Là. Très bien. Donc c'est une action en cours qui se construit et se réalise actuellement avec 6 entreprises du transport. Et peut-être que je vais d'abord commencer par laisser la parole à Franck Béra, mon voisin donc de l'entreprise TC Transport, qui anime un petit peu ce réseau des 6 entreprises qui sont par ailleurs les ambassadeurs de l'emploi du transport. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Alors, c'est un peu succinct. Notre métier de transporteur a fortement évolué au cours de cette dernière décennie, hein, que ce soit en termes de matériel avec des évolutions technologiques et des avancées très fortes, en termes d'exigences clients par rapport à l'aspect sécurité. Je pense entre autres à l'aspect arrimage et transport des marchandises en toute sécurité, à l'aspect environnemental, que ce soit entre les chartes CO2 qu'on doit aujourd'hui avoir au sein de nos entreprises, concernant les conduites économiques, et concernant aussi le nouveau rôle qu'on donne aussi à nos conducteurs en termes de rôle commercial, d'ambassadeur, en termes également aussi de premier secours. Donc tout ça fait que on a réfléchi à l'intermédiaire de ce groupe des 6 ambassadeurs. Et on s'est rapproché de l'ARACT pour bénéficier des apports de la FEST. Alors comment s'organiser? Aujourd'hui, on a essayé de regarder pour optimiser et faire évoluer les pratiques de nos formations qu'on avait actuellement, sachant qu'entre les formations de base et les formations qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une évolution aussi très certaine. Et on était confronté un petit peu à des difficultés d'organisation et de pratique. Donc on a essayé avec eux, en collaboration avec eux, d'adapter la formation aux activités et au contexte de chaque entreprise ambassadeur, en bénéficiant aussi un petit peu des apports de chacun et en ciblant précisément les compétences à développer et les compétences à développer et les techniques qu'on voulait acquérir, quoi. On a aussi dans notre message global donc apporté la diversité par rapport à toutes les situations qu'on rencontrait, aussi bien de chaque entreprise, et ceci afin de favoriser l'engagement et l'approbation des salariés.
leur faire vraiment sentir que c'était pour eux un moyen de se faire reconnaître et un moyen de monter en compétence. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est d'essayer au final d'avoir une certification, une reconnaissance, un label et également un gain de performance pour nos entreprises, mais un gain de performance aussi relatif à l'image de notre métier. Si je peux rebondir sur ce qu'on avait vu avant sur l'attractivité du métier, c'était un aussi des cadres de la signature de notre charte ambassadeur de l'emploi dans le transport. Le premier onglet, c'était aussi l'attractivité du métier. On souffre d'un déficit d'image très important. Et par rapport à cette attractivité de métier, ouvrir les portes de l'entreprise, aujourd'hui, favoriser les liens entre l'école et l'entreprise. On a fait des journées d'intégration en ce qui concerne des écoles, en ce qui concerne aussi des professeurs, etc., qui sont venus visiter nos locaux, les faire partager. Bon, voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais voilà, ce qu'on voulait, c'était vraiment essayer de revaloriser nos salariés. Aujourd'hui, on avait quand même un déficit quand on a des entretiens avec eux. Qu'est-ce que vous nous proposez? On aimerait bien être reconnu en tant que tel. On leur dit que leur métier a beaucoup évolué, on n'avait rien. Et je pense que on est en train, grâce au soutien de l'ARACT et de Dominique Dilly, de mettre en place quelque chose de concret. Malheureusement, en ce moment, va peut-être nous freiner un petit peu avec la crise sanitaire, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à apporter quelque chose au sein de notre profession qui est très vieillissante et qui, aujourd'hui, on a besoin de revoir du sang neuf et de revoir aussi des personnes qui soient formés à ce qu'on attend d'eux, quoi. D'accord. Très bien. Du coup, Dominique, oui, alors comment ça se passe, cette reconnaissance des compétences nouvelles et puis cette adhésion, cette recherche d'adhésion des publics pour l'entrée en formation? On a le cas ici de 6 entreprises qui ont développé une fonction formative interne et donc qui ont des besoins de formation et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se recoupent entre les 6 entreprises, mais comme on parle de compétences, on est vraiment sur des différenciations de contexte. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, une compétence, c'est l'arrimage des marchandises, varie selon dans 6 contextes et les besoins en compétences ne sont pas les mêmes. On peut très bien savoir arrimer dans un contexte et pas savoir dans un autre. Et on voit la richesse du lien entre la compétence générique et son développement dans l'activité. Et donc, dans cette action-là, on est reparti des situations de travail, de l'analyse de l'activité pour bien définir pour chacune des compétences les liens avec le contexte, le matériel, les clients, les formes de tournée, etc., etc. Et donc, on voit ce lien très clair entre la définition du besoin en compétences et ensuite l'utilisation des situations de travail comme matériaux pédagogiques. Donc, bien sûr, dans ce contexte général lié à la FEST, mais plus généralement, l'utilisation donc des situations de travail comme étant et le levier pour définir le besoin en compétences un peu finement et en même temps le lieu de la construction de la compétence. Donc, on va essayer de développer donc un label, un référentiel de formation pour ces 6 entreprises avec cette vocation de s'appuyer principalement sur les situations de travail, même si tout ne répond pas. La FES ne peut pas répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, on est dans cette logique vraiment centrée sur l'analyse de l'activité, de la compétence et le développement de la compétence en situation, d'où le lien et le rapprochement avec les entreprises. Et je pense que les contenus sont intéressants et la plus-value est potentiellement intéressante aussi du point de vue de l'organisation, du dialogue social au sens du dialogue professionnel, de la cohésion des équipes. Enfin, on peut, au travers de l'utilisation des situations de travail à visée formative, développer aussi des effets induits qui sont extrêmement intéressants pour l'entreprise et la mobilisation des salariés. Très bien. Merci Dominique. Et Franck Béra également. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de manifestation particulière sur le chat.
Non, on va pas pour l'instant. Ok, et pour terminer aussi ce petit tour de table, on a aussi là aussi un campus des métiers et des qualifications qui est impliqué dans cette question finalement de l'adaptation des contenus par rapport à l'évolution des métiers. Je pense au campus tourisme innovation. Je crois que c'est Maud Cocheteux qui pourrait témoigner de son expérience et de son retour d'expérience par rapport à ça. Oui, merci Monsieur Bulto. Effectivement, encore une fois, une expérience locale, mais intéressante dans la conception du parcours qui a pu être créé. En fait, c'est une initiative qui a émergé sur le territoire du Montreuilois, donc vraiment sur le lieu du siège du campus des métiers et des qualifications. Voilà, pendant la crise, en discutant avec les restaurateurs, etc., a émergé le besoin de la création d'une plateforme de livraison pour maintenir l'activité des professionnels pendant la période de Covid. Donc, on répondait, nous, par ailleurs, à un PIA, un plan d'investissement d'avenir pour la Caisse des dépôts en lien avec l'hôtellerie, les métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc, on a déposé une fiche action pour faire financer cette plateforme. Très vite, on s'est retrouvé autour de la table avec une entreprise d'insertion pour vraiment trouver des livreurs qui puissent être employés sur cette plateforme et effectuer les livraisons. Et on a travaillé avec une dizaine de restaurateurs sur justement les besoins en compétences de ces livreurs et comment potentiellement aller chercher ces jeunes qui étaient dans une entreprise d'insertion, donc en l'occurrence nous, le pôle ressources qui est labellisé French Impact, pour les amener vers la profession et pour, un peu comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, les amener petit à petit vers l'acquisition de compétences métiers. Des compétences qui sont en évolution avec des axes qui sont assez clairs chez nous, une évolution numérique, puisque voilà, il faut maîtriser l'outil informatique pour pouvoir répondre, et l'outil smartphone en l'occurrence, pourra répondre correctement à ces besoins de livraison, mais aussi des besoins sur le métier de serveur. Alors, Monsieur Delru en a parlé tout à l'heure, mais c'est un métier qui connaît des évolutions et qui connaît une grande fragmentation. On a vraiment un panel dans ce métier du service qui est assez important. Et enfin, un besoin sur une évolution du métier qui s'apparente plus à de l'assemblage, donc aussi en lien sur des petites structures, notamment des petits restaurateurs, où il y a un besoin de polyvalence qui est plus important que sur de la restauration traditionnelle sur lequel nous, on est initialement positionnés. Donc, en fait, pendant la saison, les livreurs, les personnes en insertion ont pu travailler avec les restaurateurs justement pour livrer les clients. Et dès la rentrée, ils sont entrés dans une formation spécifiquement créée pour eux qui combine à la fois des compétences soft skills, on en a beaucoup parlé, mais en tout cas sur la posture professionnelle, voilà, un point spécifique là-dessus, des compétences numériques, mais aussi un travail sur la polyvalence. Donc là, voilà, ces personnes sont en cursus de formation. Alors, on s'adapte en fonction de nos différents confinements, reconfinements, pour les conserver au maximum dans les formations. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on leur propose un parcours de formation complet, adapté, alors nous, à la saisonnalité des métiers. C'est-à-dire qu'en fin de saison, ces personnes pourront bénéficier d'un contrat d'apprentissage qui a là aussi été adapté dans son rythme en permettant aux jeunes d'entrer, de faire une saison complète en entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. On avait des grands débats avec la profession sur les rythmes de l'apprentissage. Donc, cette barrière a été levée. Les jeunes entrent en apprentissage en faisant une saison complète chez un restaurateur et ensuite peuvent entrer, jeunes ou moins jeunes, on a aussi des personnes demandeurs d'emploi, donc ces personnes peuvent ensuite bénéficier d'un contrat d'apprentissage sur un diplôme plus classique, soit purement de service ou soit purement sur les métiers de la cuisine. Donc voilà, une belle initiative testée en local qui va tendre à se développer sur l'ensemble du territoire régional dans le cadre du campus des métiers et des qualifications et qui répond, je pense,
complètement aux mutations, aux évolutions du métier et avec des valeurs fortes de solidarité, d'insertion et de réponse à des particularités territoriales également. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Maude. Et on termine. J'ai aussi une demande de prise de parole par Fanny Desrousseaux pour Agrosphère. On en parlait tout à l'heure sur l'expérimentation qui est menée dans le cadre de l'opération Recruter autrement. Oui, bonjour à tous, merci. Bonjour. Donc, j'en profite pour vous remercier pour ce séminaire qui, grâce à la première présentation qui avait eu en ouverture, nous a permis de prendre contact avec l'AFT, donc là le transport et location aussi aujourd'hui, et qui a permis d'instaurer des échanges très intéressants qui nous ont permis d'avancer dans notre réflexion sur la marque employeur collective. Donc merci à vous pour ça. Donc sur Recruter autrement, donc on est vraiment dans le cadre des initiatives qu'on a entendues, comme notamment le Pass Industrie avec l'UIMM. Là, on est vraiment sur une opération qui a été menée par l'OPCO au Capiat avec Pôle Emploi et il y a eu des prestataires qui ont été nommés aussi pour encadrer les formations. La particularité, donc, c'est centré sur un bassin d'emploi avec plusieurs entreprises qui recrutent ensemble des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Qui vont recevoir un parcours de formation de 3 mois qui correspond à 400 heures, dont 3 semaines de stage en entreprise. Le but de cette opération, c'est vraiment de mettre en adéquation le projet personnel et professionnel des personnes qui vont participer à cette formation et les faire vraiment matcher avec l'entreprise qui va les correspondre dans le même bassin d'emploi. Donc les résultats sont assez étonnants et très encourageants puisque on a eu plus de 150 personnes qui ont été formées sur ces 2 dernières années et sur ces 150 personnes, on a à peu près 80% de taux d'insertion. Donc c'est une première en tout cas dans l'agro là-dessus. Donc c'est assez encourageant. Je les ai visités notamment la semaine dernière et ça se passe assez bien. On a un public très hétérogène et qui apprend aussi à travailler ensemble, à travailler en équipe, à retrouver le goût du travail, l'envie et finalement le goût de la vie pour certains d'entre eux. Donc c'est une opération souvent personnelle et professionnelle qui permet aux gens de reprendre confiance en eux et on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Autre initiative qui peut être intéressante de souligner, c'est qu'on entend beaucoup d'initiatives par tous les partenaires où tout le monde se démène pour pouvoir mener des opérations aussi bien dans l'orientation professionnelle, dans le recruter, dans fidéliser, valoriser les salariés et avec le hub emploi-formation dédié à l'agroalimentaire, on a eu l'idée de mettre en place une newsletter dédiée pour les entreprises agroalimentaires qui recense toutes ces initiatives et qui permet de les orienter au mieux en fonction de leurs besoins vers les initiatives qui vont plus ou moins leur correspondre. Donc cette news devait être envoyée là début novembre avec notamment la Direct, Pôle Emploi, la région, le cluster école entreprise, Cap Industrie aussi qui met en place des formations. Donc on trouve qu'il est important de pouvoir donner la bonne information au bon moment aux entreprises, notamment dans une période de Covid qui est assez compliquée. Donc c'est difficile de ne pas submerger les entreprises, mais c'est important de leur donner la bonne information. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très éclairant et très intéressant. Oui, on a une demande de Rachida. Oui, je voulais poser une question, Madame Desrousseaux. Est-ce que la première opération est dans le cadre d'une POE? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc les personnes qui suivent la formation sont encore demandeurs d'emploi. Donc c'est Pôle Emploi qui va les solliciter et les inscrire à la formation.
Le LOPCO et Agrosphère sont en charge de coordonner un petit peu les entreprises, de les motiver pour s'inscrire dans cette démarche. Et là, on a plusieurs groupes qui sont en cours de formation, notamment sur Roy et Abbeville. Et on a un nouveau groupe qui est en train d'être initié dans Flandre intérieure, donc c'est tout, Renescure, Saint-Omer. Et on espère qu'il y aura d'autres groupes qui pourront s'initier rapidement. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ou demandes d'intervention à ce stade, sachant qu'on approche de la fin de nos 40 minutes, puisqu'on en est à 39? Non? Très bien. Bah, David, je pense que je vais peut-être passer peut-être à quelques éléments de conclusion. Donc par rapport à ça, c'est le moment un peu compliqué des choses. Bon, je pense que ce qu'on peut retenir à ce stade, et évidemment ça méritera d'être travaillé et peaufiné dans les jours qui viennent. Il me semble qu'on est assez frappé par rapport à l'ensemble des témoignages par finalement le rôle de l'entreprise qui est omniprésent hein, dans tout ce que vous avez indiqué. Alors, je n'anticipe pas du tout sur le sujet suivant, mais sur cette question de la construction de la réponse, formation, on sent bien, et vous l'avez dit, et vous en avez témoigné à chaque fois, que le rôle de l'entreprise est tout à fait prépondérant. Et là où ça me semble tout à fait intéressant, c'est qu'il est prépondérant à la fois dans le travail sur des compétences fines et des compétences spécifiques, je dirais, mais il est aussi tout à fait important pour ce qui concerne la réussite de la construction des parcours de formation et de la sécurisation des parcours de formation. Donc on est bien sur les deux aspects et non pas seulement la question de la spécialisation. On est bien sur l'ensemble du processus. Bon, ce qui me paraît intéressant là-dedans, ça veut dire qu'on est bien sur des processus, des expérimentations, des opérations qui se mettent très très largement en place sur le terrain et dont il s'agit de prendre la mesure pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Moi, ce que j'ai pointé, c'est qu'il y avait énormément par rapport à ça de dynamique territoriale qui était indiquée. On en parlait là dans le cas d'Ocapiat, mais on en parlait également dans d'autres témoignages, notamment au niveau du tourisme innovation. Et cet aspect-là, probablement de jeu d'acteurs au niveau territorial, c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte et entendu pour ce qui concerne notre manière aussi de nous organiser en termes de réponse et d'accompagnement finalement de ces bonnes pratiques et de ces jeux d'acteurs. Et puis, ce que je retiens également, c'est que finalement, et là je fais référence à ce que nous indiquait Cécile Watteau, qui m'a semblé tout à fait aussi notable, qui est que finalement la question, alors évidemment on est sur une problématique de restauration, création de support, etc. pédagogique et de processus pédagogiques également. Donc là on en a parlé. Moi ce qui m'a semblé intéressant, c'est que à certaines conditions, probablement sur lesquels on pourra travailler un peu plus profondément par ailleurs, mais à certaines conditions, cette question du distanciel n'est pas forcément rédhibitoire pour un certain nombre de publics dont on pourrait penser qu'effectivement ils sont un peu déconnectés, voire sujets à la question de l'électronisme. Moi, ça me semble tout à fait aussi une piste intéressante à pointer, sachant qu'évidemment l'hybridation distanciel présentiel est une tendance qu'on observe, alors qui est complètement évidemment
développé, je dirais, par nécessité en termes de crise sanitaire, mais qui est quand même aussi, toute chose égale par ailleurs, une tendance importante. Moi, ça me semble intéressant aussi comme piste de travail, qui est les conditions d'un raccrochement au distanciel d'un certain nombre de publics et les conditions de réussite pour pouvoir réussir cette forme d'hybridation des formations, même si évidemment faut complètement nuancer ce que je dis par rapport au principe de réalité. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, moi c'est un peu ce que je ressors vraiment à très chaud de ce qui a été indiqué et qui me semble porteur de quand même de pas mal de pistes pour l'orientation ou les initiatives à prendre en matière d'accompagnement des acteurs dans ce qu'ils font de réussissant. Je ne trouve pas d'autres mots, mais voilà. Et donc ça me semble tout à fait intéressant. David, je ne sais pas s'il y a des avis contraires par rapport à ce rapide résumé. Je ne vois pas trop de drapeaux rouges se lever sur le chat. Et donc, je te rends le micro, David, en remerciant chacun des participants sur cette partie de l'atelier qui a été vraiment très, très intéressante.